Bonsoir à tous, on change sans doute de, j'allais dire, de braquet, puisqu'on arrive en fin de journée, on va essayer de souffler, mais pour ceux qui se posent toujours la question de l'avenir des petites entreprises, on va nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut montrer, et comment le faire, c'est dans les plus de l'économie. Il va devenir un de nos clients, c'est lui qui ramènera les chefs d'entreprise. Bonsoir, Giro Payette. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'un chef d'entreprise a envie de dire à un autre chef d'entreprise? Bonsoir, Eric Karoupapoulet. Bonsoir, transporteur. Bonsoir, Jismi. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire à quelqu'un qui est chef d'entreprise? Je crois que la première question, c'est comment va ton affaire? Forcément, on vient sur le sujet des contraintes auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Et souvent, les perspectives d'avenir. Mais pour rien se cacher, dans la période où nous sommes aujourd'hui, les perspectives sont minces. En clair, les premiers échanges qu'on peut avoir, c'est de dire comment faire pour traverser cette période de crise. Quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème? On échange nos expériences pour voir un petit peu comment on peut enrichir et tenter de passer cette période de crise avec le moins de fracas possible. Ça va comme préambule, Eric? Ça va. Simplement pour dire merci d'avoir fait cette réunion, Jismi, parce que sans l'économie, il n'y a pas de social. Et on a besoin de l'économie, on a besoin des entreprises pour employer des gens et pour faire vivre des familles. Oui, la situation est morose. Simplement, moi, je suis dans le secteur de transport de personnes. Je connais aussi le secteur de la grande distribution, tout particulièrement sur le site de Sillaos où mon frère exerce. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est seul. J'ai envie de dire, on est seul contre tous. Et par ailleurs, je rejoins vite ce que Giro dit. Il faut un échange perpétuel et continu pour qu'on puisse s'enrichir de nos expériences et prendre des décisions par rapport à nos discussions qu'on vient d'y avoir. Donc c'est une excellente chose. Et j'ai envie de dire qu'on fait pas assez. On devrait se réunir autour d'un noyau de chefs d'entreprise pour discuter, pour échanger, pour prévoir qu'est-ce qui va pas, comment partir, où partir. Donc voilà. Donc c'est très bien. C'est une émission qui a tout son mérite et c'est une émission qui a vraiment le mérite d'exister. Merci Jismi encore une fois. Je pense que ça c'est plutôt Giro qui souhaitait le mettre en place. Mais je reviens là-dessus, Eric. La question, encore une fois, aujourd'hui, on le voit, le contexte économique est particulier, difficile et difficile surtout pour les TPE, pour les artisans, pour ceux qui doivent vraiment tout faire et qui n'ont pas le temps de profiter aussi bien du marché public pour prendre du temps moins pour répondre au marché public, pour avoir un petit peu de marge. Et je crois, Giro Payette et pareil, Eric Karoupapoulet, la difficulté des artisans et des petites entreprises, des TPE, c'est vraiment que les marges de manœuvre sont de plus en plus contraintes et de plus en plus restreintes. Nous pouvons prendre le secteur du BTP, par exemple, aujourd'hui, qui est totalement sinistré. Quand il y avait la bonne période, tout le monde y connaît. Hein, la bonne période, c'est de 86 à, on va dire, un peu avant 2008, avant la crise de subprimes aux États-Unis. Il y a eu la défiscalisation, mais reconnaissons une chose, Giro Payette, c'est que il y a eu la surenchère en matière de défiscalisation. Oui, nous pourrions essayer d'étendre à nous sur le sujet, mais il a eu effectivement des effets un peu néfastes, mais il y a eu aussi des positions intéressantes qui ont relancé notamment le secteur du BTP. Je pense qu'aujourd'hui, si on a plombé ce mécanisme-là, la défiscalisation, c'est qu'il y a eu un certain nombre de malfaçons dans le système qui a mis en péril la pérennité de la défiscalisation et par effet touche directement le BTP
Nombreux sont les artisans aujourd'hui qui ont vu leur carnet de commandes baisser très sérieusement. Nous parlait tout à l'heure, quand on rencontre un artisan dans la rue, de quoi nous parle. Souvent, une grande majorité n'ont pas le sourire. C'est de savoir comment ils vont affronter les jours prochains, les mois prochains. Et l'avenir est morose, comme Eric l'a précisé tout à l'heure. Donc effectivement, aujourd'hui, il s'agit là de réfléchir comment renforcer ce tissu économique-là qui est le BTP. Et comme il dit souvent, quand le BTP va, tout va. Et il est en train d'égaler un certain nombre d'activités. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots, le système économique est en panne. Deux choses. Alors, je voulais juste rappeler que Jérôme Payette a été président de la Chambre des métiers. Donc, à quelle période C'était en 2006-2008. Hein, et après, bon, voilà. Et Eric Karoua-Poulé, il y a eu ce moment où le renouvellement d'un contrat n'a pas été... Oui, pour en revenir un petit peu à l'historique, c'est qu'il y a eu un renouvellement où en août 2017, j'ai fait une grève de la faim pour expliquer un certain nombre de choses à une collectivité où le renouvellement de contrat n'a pas été fait parce que pour la juste et unique raison, j'ai pas pu postuler à ce contrat. C'était fait sur mesure pour un seul groupe. Donc on a bien expliqué en juillet-août dernier toutes les tenants et aboutissants. Et aujourd'hui, je voudrais réitérer une demande de dire aux collectivités, faire en sorte, sur les délégations de services publics, sur les délégations de services publics de transport, de faire en sorte qu'il y ait une concurrence un peu plus accrue. Et il faut dire cesser de mettre un seul lot. Eric, justement, je pose la question, et je vais poser la question à Jérôme Payette, parce que je pense que lui aussi, il a une posture là-dessus. Est-ce que, d'abord, c'est quelque chose un constat qu'il faut absolument que nous, on met sur la table, c'est que le manque de solidarité qu'il y a aujourd'hui, ou le manque de professionnalisme dans le travail, c'est-à-dire que de se remettre ensemble, de se regrouper. On l'a vu, par exemple, sur le projet de la route des Tamarins, on l'a vu sur la nouvelle route du littoral, on demandait toujours aux entreprises de se regrouper, de créer un groupement d'entreprises, mais ça, hormis les grosses boîtes du CAC 40, les petits ont du mal à se mettre ensemble. Alors, ça, c'est effectivement un élément que nous avons tendance à voir de loin, mais le groupement, ce qu'on appelle le groupement momentané d'entreprises, qui permet des petites entreprises de se regrouper pour répondre à la commande publique. Mais souvent, nous avons un problème, et ça, c'est que l'artisan reste isolé. Et me dit souvent à ceux et à celles que je rencontre, aujourd'hui, vous partez de zéro. Vous allez sur les marchés, et la plupart du temps, vous n'êtes pas retenu. Il vaut mieux se mettre à plusieurs, de démontrer le côté professionnaliste, chacun fait une mutualisation de moyens, et démontrer aux donneurs d'ordre qu'il y a une volonté de s'associer. Et au lieu de rester à zéro, au moins nous peut tenter de gagner un morceau. Voilà, pour dire un peu brutalement la chose, mais il n'y a pas encore cette culture à travers les artisans de monter des groupements. Il y a eu quelques expériences, à mon avis, pas assez nombreuses, et je crois qu'aujourd'hui, les chambres consulaires doivent pousser le monde économique, en tout cas les petites pousser entreprises. Ou accompagner, parce que les deux, parce que le président de la Chambre des métiers que vous avez été le sait très bien. Je veux dire, les petites entreprises n'ont pas la culture de la gestion à ce niveau-là, la culture d'être ensemble. Je reviendrai dans un instant avec Eric Karoua-Poulé là-dessus, à ce niveau-là justement, pour voir comment lui, il aurait pu se regrouper avec d'autres transporteurs, mais il faut un accompagnement. Je veux dire, il manque de professionnalisme à ce niveau-là. Vous en êtes non, mais là-dessus, nous sommes totalement d'accord, parce que s'il faut, il faut instaurer cette culture-là. Et qui a la charge, la responsabilité de le faire, et bien évidemment, ce sont les chambres consulaires. Il faut que les artisans comprennent, il est urgent, il est nécessaire de procéder par cette étape-là. S'ils ne se mettent pas par rapport au nombre de marchés qui sont de moins en moins importants aujourd'hui par les effets de crise que nous connaissons. Mais dès lors qu'il y a des marchés qui se mettent en position, il faut que les artisans se préparent à répondre à ces marchés. Donc évidemment, ne connaissant pas comment il faut structurer un groupement, inévitablement, il faut le dire, il faut qu'il se fasse accompagner. Il n'y a pas d'autre solution. Eric, à l'époque, on aurait été au courant du fait qu'on aurait pu regrouper à eau. Est-ce qu'on l'aurait fait? Mais bien sûr, déjà j'ai fait beaucoup de démarches envers la personne qui était envers l'entreprise qui était sur place, c'est-à-dire la Sémitel. Ils n'ont pas donné suite
pour les raisons donc qu'ils connaissent, ils n'ont pas donné suite. Ensuite, moi j'ai essayé de faire des démarches aussi avec des transporteurs sur Nord, mais le système est tellement verrouillé qu'ils n'ont pas voulu aller contre X ou contre Y. J'ai pas envie de dire non, mais en fait voilà. Donc on a fait des démarches, mais ensuite force est constater que le marché était tellement si gros que ça, parce qu'il fallait plus de 200 véhicules. Ben, jamais une autre seule entreprise pourrait mettre autant de véhicules. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait demander à la collectivité? Et la collectivité, il y a tout à y gagner. On a pu voir que quand vous avez une concurrence accrue, les prix baissent, les entreprises gagnent. Tout le monde y gagne, les gagnants dans le business. Or, aujourd'hui, on n'a pas de concurrence dans les délégations de services publics. Sur les 6 délégataires, sur les 6 EPCI, toujours une seule offre. Un offre, une candidature. Donc, toujours un seul lot? Et un seul lot toujours. Donc voilà. Aucune possibilité d'allotissement? Ben non, sur les délégations de services publics, ils n'ont pas à lotir. Je prends sur le cas de la CASUD, il n'y a pas d'allotissement. Sur Civis, il n'y avait pas d'allotissement. Sur TCO, il n'y avait pas d'allotissement. Sur Sinon, il n'y avait pas d'allotissement. Sur les cartes jaunes, il n'y avait pas d'allotissement. Donc c'est un seul lot. Alors, comment faire? Créons des allotissements pour les gens qui savent faire. Vous avez les transporteurs qui savent faire des kilomètres. Des kilomètres, vous pouvez créer des allotissements par des transporteurs qui savent faire des kilomètres géographiquement. Par exemple, vous avez une collectivité qui regroupe 3 à 4 communes, fait je pense qu'une proposition de faire des lots géographiquement, et là, tout le monde pourrait y répondre. Et ensuite, vous pourrez mettre un lot qui est complètement à part, qui est la gestion, le contrôle et le marketing. Donc ça, vous pouvez donner directement à une entreprise privée. Et je suis carrément convaincu que les collectivités vont faire des économies. Parce que j'ai fait un point globalement sur l'ensemble des DSP. Vous avez pratiquement 7 à 8 millions d'euros de surplus annuellement. Facilement, hein, sur l'ensemble des DSP. Hein. Vous savez, il y a près de 120 à 140 millions d'euros dans le secteur de transport sur les délégations de services publics. Quand je dis 7 à 10 millions, c'est très, très minime. C'est un minima? C'est très, très minime. Je pense que, par exemple, sur les transports scolaires, sur la Sinon, ils ont fait une économie remarquable, avec des prix vraiment très tirés au bas, mais la collectivité avait à y gagner. Donc, pourquoi ne pas faire comme ça? Alors, j'ai entendu dire qu'on veut créer des SPL. Ah, c'est encore une grave erreur que les politiques fait. La SPL, ça permet surtout à la SPL d'avoir le budget et de choisir des prestataires, de ne plus avoir à lancer des marchés publics de la même façon. Mais là, on crée un système de copinage. Non, mais il faut dire ce qui est. On crée un système de copinage, on crée tout un ensemble et ça va contre l'économie. Oui, je suis d'accord. Pourquoi je souris? Parce que ce système de copinage existe, quel que soit le niveau de l'intervention, que ce soit le niveau même du système, c'est toujours par copinage. Comment ça se fait que Eric Karoupapoulet, transporteur, n'a pas pu intégrer un regroupement de transport pour partager le marché? Ah ben ça, il faut le demander. Il faut demander les personnes qui sont sur place actuellement. C'est ça la question ne m'appartient pas. Moi, j'ai fait l'action. Le résultat ne m'appartenait pas. Le résultat appartient à ceux qui t'acceptent d'être à l'intérieur. Donc, il faut leur poser la question. Et j'aurais souhaité vraiment avoir une réponse. La question, elle est là. On sait qu'aujourd'hui, et on le dit, l'artisanat, c'est le premier employeur de France. On le répète depuis des années. Il y a une réalité, c'est que le tissu socio-économique, c'est les artisans, parce que eux produisent, les petites entreprises. Qu'est-ce qui explique que on a l'impression que pourtant c'est la catégorie professionnelle qu'on étrangle le plus, qui a le moins de moyens, qui est toujours le couteau sous la gorge, qui a toujours le couteau sous la gorge. Qu'est-ce qui explique on est aussi maltraités? Qu'est-ce qui explique que les artisans et les petites entreprises sont aussi maltraités par le système économique français? D'abord, il y a un élément qu'il faut reconnaître dans l'esprit de chacun d'entre nous. Quand on parle d'entreprise, on voit tout de suite les entreprises du CAC 40, les grandes entreprises. Alors que dans notre pays, le tissu économique, c'est des chiffres qu'on n'arrête pas de répéter, mais c'est une réalité, il correspond à plus de 85% de petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui qui sont très mal reconnues. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un tournant par rapport à la politique qui existe aujourd'hui. Nous connaissons qu'on n'a plus de contrats aidés, les collectivités locales n'ont plus de moyens d'aller promettre des embauches à tout va.
il y a une volonté de sortir de tout le social et aller vers une autre alternative. La seule alternative qui existe, c'est l'économie. Ça ne veut pas dire qu'en sortant du social, on doit pénaliser les uns et les autres. Aujourd'hui, pour qu'un pays avance, il faut créer, entre guillemets, quand je dis une richesse, c'est de l'activité avant tout. Mais pour créer l'activité, qui c'est qui donne les activités? Ce sont les collectivités. Quand j'entends parler des SPL, c'est un moyen, comme vous dites, de venir concurrencer le monde économique, qui vient concurrencer le secteur marché, donc pénalise et sanctionne les petites et moyennes entreprises. Les élus doivent savoir aujourd'hui, s'ils veulent que La Réunion prend une autre image, une autre dimension, ils doivent discuter avec le monde économique. On peut pas dire on fait de la politique et fait de l'économie. Chacun a sa place. La SPL n'a plus lieu d'être. Il y a un grand nombre d'entreprises. Les chambres consulaires ont là un moyen aujourd'hui, par rapport dans l'ère qu'on rentre aujourd'hui, c'est-à-dire arrêtons avec le tout social, allons rentrer dans une dynamique de travail, de donner aux jeunes réunionnais d'autres perspectives. Les entreprises, les petites entreprises est un bon support. Le souci, c'est de trouver effectivement cette passerelle-là. La passerelle, on va la trouver si on discute entre nous et que les élus créent les conditions pour permettre aux petites entreprises. Je ne dis pas qu'il faut effacer les grandes entreprises, on n'est pas dans cette logique-là. La logique aujourd'hui, c'est d'arriver vers un équilibre. Que les grandes entreprises travaillent, c'est normal, parce qu'ils ont en leur sein des salariés, des chefs et des mères de famille, mais les petites entreprises ont besoin aussi de prendre leur place. Et c'est aux hommes politiques de créer cette dynamique-là. Donc ils sont face à un enjeu. La question est de savoir capable ou pas capable. Est-ce qu'il veut ou il veut pas? Mais est-ce qu'ils ont d'autres alternatives? Parce que sinon, La Réunion ira dans un mur. Aujourd'hui, par rapport au taux de chômage que tout le monde connaît, 140 000 chômeurs, on bat tous les records. Il faudrait m'expliquer pourquoi aujourd'hui, par exemple, sur le territoire national où ils ont mis un dispositif qui s'appelle l'emploi franc, ils ont mis des zones en métropole et principalement autour de la région parisienne qui permet à des jeunes de trouver un emploi pour diminuer le taux de chômage. Mais ce dispositif-là aurait dû être mis en expérience ici à La Réunion. Je pose une seule question. Pourquoi les élus ne sont pas battus pour ça? Tout à l'heure, on disait que les élus doivent penser aux petites entreprises. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça fait un moment, et l'ex-président de la Chambre des métiers et de l'artisanat le sait, je veux dire, si les petits artisans ne se battent pas, si les TPE ne se battent pas, ce ne sont pas les élus qui vont venir les aider. Mais je vous retourne la question, est-ce qu'on doit se battre? Ou alors il doit y avoir une logique des élus pour dire ce sont nos partenaires naturels. Pourquoi on doit se battre? On paye des impôts, on a des difficultés, ils doivent le comprendre, ça. Cette logique, vous l'êtes déplacé pour savoir, elle n'existe pas. Ben, elle devrait exister, parce que la donne n'est plus la même, là. Anciennement, il y avait des contrats aidés à tout bout de champ. Les élus pensaient, je peux être aussi, moi, demain, un responsable politique, ça n'exclut pas. Mais je veux dire, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a un maillage à faire entre le monde politique et économique pour apporter des solutions, pour relancer de l'activité et créer de l'emploi. Donc, est-ce que les politiques seuls, aujourd'hui, vont pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc, on leur dit qu'il faut ouvrir la discussion de manière très élargie et trouver l'équilibre. Donc l'enjeu est capital. Mais s'ils ne le font pas maintenant, quand est-ce qu'ils vont le faire? Éric Karoupapoulet, quel est les échanges, quel est le langage qu'il y a avec les politiques? Comment Éric Karoupapoulet, en tant que patron, chef d'entreprise, discute avec les élus? Ah ben, on a une discussion assez très côtoise avec les élus. Et avec les élus que j'ai pu passer, ils sont à l'écoute de ce que je leur dis, mais j'ai l'impression de dire qu'ils ont les mains aussi liées parce qu'ils ont pris par le système. C'est pas évident pour eux aussi, c'est pas évident pour eux. Nombre d'élus ont fait beaucoup de travail quand même sur l'île de la Réunion, il faut dire ce qui est. Nous, je reviens un petit peu, rebondis rapidement sur les SPL, effectivement. Pourquoi donner au travail aux SPL? Parce qu'on a bien vu les SPL, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous avez vu sur Saint-Paul, la SPL, ça vous fait rigoler, ça te fait rigoler. Mais c'est comme ça. Il y a une autre et une autre sur SPL. Donc je vais juste répondre à ça. L'SPL, c'est souvent ce qu'on appelle une devanture qu'on met, parce que ça permet à d'autres soit d'avoir un bon salaire, surtout les présidents de SPL, ils ont un bon salaire, c'est de l'argent public, c'est fait. Mais à chaque fois qu'on crée une SPL, on se demande toujours, quel est l'objectif?
C'est pas pour travailler pour la population. C'est pourquoi mettre ces devantures-là pour pouvoir après faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je souris. Parce tu as tout répondu à ma question. Non. Tu as tout répondu. La façon que tu... Eric, ma question, elle est beaucoup plus simple, en fait. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Giro, c'est comment c'est-à-dire qu'on ne peut compter que sur... Les petites entreprises ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les artisans ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La question, c'est comment les artisans peuvent se regrouper, comment les artisans peuvent travailler ensemble, créer leur réseau pour justement échanger et pour avoir ne serait-ce qu'un peu de travail, avoir un peu de trésorerie, parce que c'est ça la démarche. Alors sur la question, tout le monde sait, nous avons un député qui a porté, enfin un ministre, qui a porté une loi, qui est la loi de l'égalité réelle, et dans cette loi-là, il y a des dispositions prévues pour favoriser l'accès à la commande publique, la fameuse SBA, aux petites entreprises. Donc il y a il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre à ça. Aujourd'hui, il faut dire aux artisans, ne restez pas dans votre coin, restez pas isolés à attendre les jours meilleurs. Les jours meilleurs, c'est nous qui les créons. Ça tombe pas tout seul. Donc, faire la démarche. On est tous des collègues. Je veux dire, ne perdons pas de temps ou nous ne laissons pas enfermer dans un système de sous-traitance qui a montré ses limites. Donc, en se regroupant, nous pouvons aller vers la commande publique. C'est ce système de sous-traitance surtout, et on le voit, ça permet surtout à ceux qui peuvent donner les prestations de maintenir sur les artisans, de les diviser, de maintenir vraiment une chape de plomb, de leur dire soit vous prenez ça, sinon vous n'aurez rien. Oui, et dire aux grandes entreprises, parce que on va toujours me dire je fais un procès aux grandes entreprises. Non, c'est pas là l'objet de mon intervention. Moi, je milite pour un équilibre. Qu'il y ait des grosses entreprises, comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Mais que les entreprises qui viennent anéantir ou étouffer les petites entreprises, ça, c'est pas viable à terme. Donc, il y a un équilibre à trouver. J'insiste beaucoup sur ce mot-là. Mais il faut créer les conditions aussi pour que les artisans soient conscients qu'il faut qu'ils prennent les devants. Donc, vous allez me dire à chaque fois, je reviens sur le même problème, mais les artisans sont dispersés dans tout le coin de l'île. Il faut trouver l'élément commun qui fédérateur, qui peut les amener vers un projet comme ça. Aujourd'hui, qui a pour mission à mettre en œuvre cette opération-là? C'est les chambres consulaires, j'arrête pas de répéter. Il faut qu'ils prennent conscience aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus laisser les artisans éparpillés seuls dans leur coin. Il y a un contexte économique difficile, il faut qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre alternative que se serrer les coudes et se donner la main et permettre au plus grand nombre d'avoir des perspectives sur l'avenir en termes de travaux. Eric Caropapoulé, la question c'est est-ce que demain, vous serez capable d'aller voir d'autres transporteurs, de dire allons mettre la main ensemble, allons mettre la main ensemble, allons faire en sorte que demain nous peut répondre à la DSP du conseil départemental, parce que là, s'il s'agissait du conseil en matière de transport, c'est le conseil départemental qui... C'est la région maintenant. Ah, c'est la délégation de Corps Jaune, l'AOT maintenant, ça a été transféré à la région. Alors, autorité organisatrice de transport, l'AOT, qui a rien à voir avec l'AOT que vous voyez sur les bouteilles d'un autre genre. Donc, l'AOT, donc, autorité organisatrice de transport. Donc, la région, effectivement, a droit maintenant à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, Eric va prendre son bâton de là, aller voir un chef d'entreprise ici, un autre là-bas, et dire, voilà, allons faire ensemble que demain, nous, tout ensemble, nous peut répondre à la DSP? Ah, ben, c'est le but. C'est sûr que si les DSP étaient accessibles aux petites et moyennes entreprises, on aurait beaucoup plus facilité d'aller voir les autres entreprises pour dire allons répondre sur ce marché-là ensemble. Déjà, on le fait sur les transports scolaires. On répond en groupement sur les transports scolaires. Pourquoi pas répondre en groupement aussi sur les grandes DSP? Mais il faut savoir que dans une entreprise de transport, ce sont des délégations de services publics qui font la marge. Parce que les bus roulent tout le temps. Tandis que le transport scolaire, les bus roulent seulement le matin, les bus roulent seulement le soir, et les marges sont quasiment zéro. Très, très, très zéro, très, très bas. Donc, si une entreprise aujourd'hui n'a plus de délégation de service public, n'a plus de ligne régulière, il est mis à crever dans les années qui suivent. Il ne faut y attendre pas dans les années, dans 1 an, 2 ans, il crève. Bien. Donc, aujourd'hui, il y a des recours qui sont sur la table.
au niveau de la SINOR, au niveau de la Civis, au niveau de TCO, en espérant que la justice nous entendra en créant vraiment une bonne opportunité des conditions concurrentielles pour que l'État aille gagner. L'État, quand je dis l'État, c'est les collectivités, les AOT, pour que l'État aille gagner. Parce qu'on a pu remarquer que sur les DSP Sinor, ça a augmenté. Sur tous les DSP, ça a augmenté. Sur la DSP Civis, ça a augmenté. Partout. Sur l'ensemble de l'île, ça a augmenté. Donc c'est très, très, très important. Et surtout, dire aux élus, ne pas tomber dans la seule solution des SPL, parce que les SPL, ça tue l'économie. Voilà. Une question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transport en commun. Certains parlent d'une voie de transport sur la future route du littoral. Est-ce que aujourd'hui, en matière de transport, les collectivités, de manière générale, aussi bien les communes, le département, la région, les EPCI, est-ce qu'il y a une vraie stratégie? Est-ce qu'il existe une stratégie en matière de transport? Est-ce que vous, en tant que transporteur, vous êtes au courant? Est-ce que vous apportez vos suggestions pour que demain, La Réunion ait un vrai réseau de transport collectif ou en commun, qu'il se soit en TCSP ou pas, pour qu'enfin, on arrête d'avoir ce commun circulatoire qu'on a à certains points de La Réunion chaque jour? Oui, c'est clair. Sur la nouvelle route littorale, j'ai cru entendre que il y a une voie qui sera réservée aux bus, et même sur la route de Tamarin, là, sortie depuis où il y a l'hélicoptère jusqu'à Saint-Paul, il y a une voie qui est réservée aux bus, et ça fait gagner du temps aux bus. Donc on voit vraiment l'utilité de cette voie-là qui fait gagner du temps aux bus, parce que moi-même, demain matin, si je suis dans une voiture, je vois le bus passe d'un seul coup à côté de moi, je prends le bus, hein, pourquoi ne pas prendre? Surtout, il y a beaucoup d'avantages, il est moins cher. Il est plus convivial. Dans le bus, on peut faire déjà pas mal de choses. On peut répondre au téléphone, on peut lire ses mails et tout. Puisque dans les nouveaux bus Carjaune, j'ai cru entendre qu'il y a aujourd'hui la Wi-Fi. Donc c'est super, c'est très très bien, c'est une très très bonne idée. Donc le tout, c'est inciter en fait l'usager à prendre le véhicule, et il faut qu'il y ait une prise de conscience. Dès qu'il y aurait une prise de conscience, parce que nous, les élus mettent les conditions, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de la population de prendre le véhicule. Et je crois que nous ne sommes pas encore arrivés à là. D'accord. Giro, la question on l'avait posée sur le projet du tram-train à l'époque, le groupement des entreprises, regrouper les petites entreprises, en tout cas Paul Vergès, le défunt Paul Vergès en parlait souvent lorsque il fallait répondre au marché public. Aujourd'hui, le transport en commun, comment faire en sorte que, d'une part, les gens le regardent différemment, et surtout que les gens, aillent vers le transport en commun? Parce qu'actuellement, pour rouler, c'est très difficile. Il y a une réalité où personne ne pourra dire le contraire. On ne circule plus dans de bonnes conditions à La Réunion. Les infrastructures ne répondent plus au nombre de voitures. Et vous savez, pour ramener ce problème-là sur un plan économique, ça a un coût sur les entreprises. Quand vous avez des salariés dans des véhicules qui sont bloqués dans des embouteillages, ou quand vous avez la route du littoral fermée pendant des journées, voire des semaines, les conséquences que ça peut avoir sur une entreprise. Je pense, ce qui est dommageable, c'est que nous savons qu'à un moment donné, par rapport au nombre de voitures vendues, qu'il fallait anticiper. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous descendez, vous sortez de l'Oise, vous venez vers Saint-Paul, même avec la route des Tamarins qui devait désengorger, bien désenclaver le sud, comment nous sommes embouteillés. À l'entrée de Saint-Denis, je préfère même pas en parler. Après, on va dire, Giro Payette est une mauvaise langue, il y a une route du littoral qui est en cours, donc ça va solutionner le problème. Je suis pas sûr. C'est juste un paradoxe, mais au niveau de Savannah, quand on sort de Saint-Leu pour aller à Saint-Denis, on se paye l'embouteillage au niveau de Savannah. Quand on sort de Saint-Denis pour aller à Saint-Leu, on se paye l'embouteillage au niveau de Savannah. Parce que c'est là où ça bouchonne. Alors, on est tous confrontés à ça. Je veux dire, qui peut apprécier d'être bloqué dans les embouteillages? Personne. Donc, on aurait dû anticiper à ce problème-là. Le tram-train, effectivement, moi, à l'époque, je ne vous cache pas, j'ai défendu ardemment ce projet-là,
qui nous propulsait dans une ère nouvelle, un nouveau mode de transport écologique, c'était une très bonne chose. Après, on vient nous dire qu'il y a eu des études d'intérêt public qui ont démontré que c'était pas faisable. Sincèrement, sans vouloir rentrer dans une grande technicité, je suis spécialiste de telle chose. Quand on regarde comment est conçue la route du littoral aujourd'hui, on met une route sur la mer, alors que le tram-train, il suffit de passer dans un tunnel. Enfin bon, voilà, on peut faire un grand débat là-dessus. La route, elle est en cours, il faut qu'elle soit achevée de toute façon. Le tram-train est derrière nous, on ne va pas refaire le monde. Mais aujourd'hui, en matière de transport, en matière de mobilité, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Et ce n'est pas la seule route du littoral qui va solutionner le problème. Alors justement, je vous pose la question à vous deux. En matière de transport à La Réunion, que ce soit pour les artisans, pour les petites entreprises, pour les entreprises d'une taille supérieure, comment faire en sorte aujourd'hui que et c'est pas péjoratif, ce gâteau, comment le partager équitablement entre ceux qui ont plus de moyens et les artisans qui, eux, attendent quand même de ne pas mourir, pour ne pas dire un autre mot. Mais je crois que c'est les collectivités, en lançant des appels d'offres, ils doivent orienter les décisions. Orienter les décisions dans le sens où permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre. Dès qu'on a mis ça déjà, la première démarche à faire. La deuxième démarche à faire, si nous avons les conditions, parce qu'aujourd'hui, nous avons des conseils qui puissent nous aider à répondre à des marchés, et nous avons vraiment un ensemble de personnes qui sont très techniques, et qui peuvent répondre à ces marchés. Mais les conditions ne sont pas faites aujourd'hui, puisque on a sur les délégations de services publics, je martèle, je remartèle, mais il n'y a pas de concurrence. Il y a un seul lot, un gros lot pour 200 véhicules, mais jamais les conditions. Donc créons les conditions, et ensuite vous allez voir, il y a beaucoup plus de gens qui vont répondre au marché. Créer une condition, c'est créer des groupements, que les groupements puissent répondre. Mais créer déjà un lot des allotissements dans les délégations de services publics. Ensuite, les entreprises vont s'y mettre en groupement pour répondre. J'allais dire, Giro, est-ce qu'il faut allotir ou alors il faut utiliser la SBA, la stratégie de bon achat? Un n'empêche pas l'autre. Et la SBA, c'est l'allotissement, Gismien? Oui, ça je sais. La SBA, c'est le Small Business Act. C'est la stratégie d'accord du bon achat de la collectivité et la stratégie de bien faire le boulot des entreprises. Oui, donc, mais en termes d'allotissement, mais dans l'esprit, il y a une différence. Oui, dans l'allotissement, c'est une nécessité, c'est réclamé, tous les syndicats le revendiquent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'efforts qui a été conçus dans le domaine. Ce que je voulais dire, c'est que comparativement sur le territoire national, une petite entreprise qui est dans la région parisienne, il n'a plus de travail, il a un potentiel devant lui. Il peut aller travailler dans d'autres régions de France. Mais ici, à La Réunion, par rapport à notre isolement, notre insularité, ça nous donne très peu de marge de manœuvre. Et je voudrais dire ici que le message soit adressé à nos élus responsables. Tout à l'heure, il a été dit, on ne va pas dire que tout a été mal fait. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, de cette posture-là. Mais il faut à un moment donné dire les choses. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On voit des fois, il y a des appels d'offres, il y a des entreprises sur le territoire national qui viennent répondre à La Réunion qui sont retenues. Je connais un certain nombre d'entreprises locales qui sont parties répondre des marchés sur le national. Et là-bas, on regarde votre dossier, monsieur, vous êtes au bout du monde. Comment on peut vous retenir? C'est pas possible. On subit l'injustice économique. Et ça, je voudrais dire aux élus, tenez compte de ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit dans un seul sens, il faut que ce soit dans l'autre sens aussi. Alors, aujourd'hui, qu'on fasse venir des entreprises métropoles, le moins-disant, le mieux-disant, enfin, toutes les argumentations sont possibles pour justifier ce choix. Sachez quand même, quand une entreprise vient, il vient déstabiliser aussi les entreprises qui sont là sur place. Est-ce que par l'étroitesse de notre marché, on peut se permettre de se lancer dans ce genre de démarche? Je laisse les élus d'en prendre conscience de ce phénomène-là et de voir si on peut toujours continuer dans cette voie-là. Je vous écoute tout à l'heure, vous parlez beaucoup des élus. Est-ce que l'économie de La Réunion, enfin la petite économie entre guillemets, c'est-à-dire les artisans, les TPE, doivent absolument passer sous les fourches coding, le fourche coding des politiques? La commande publique, ça passe par les collectivités. Après, il y a la commande privée. Mais vous connaissez aujourd'hui, on va en parler. C'est vrai qu'on a tendance à parler que sur le monde public.
Parlons aussi du monde privé. Mais le monde privé, pour pouvoir se positionner là-dessus, il faut avoir de l'investissement, il faut que les banques suivent. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, dans le bâtiment, j'ai pas les derniers chiffres, mais je serais curieux de les voir. Ça m'étonnerait qu'on a les mêmes chiffres de l'époque de la défiscalisation en matière de construction de maisons individuelles, par exemple. Donc, il y a des incidences, inévitablement. Mais c'est quand même, au bout de la chaîne, enfin, au bout de la pyramide, c'est quand même des politiques qui décident. C'est eux qui décident des grandes mesures, en tout cas, dans les mesures fiscales. Il nous reste 5 minutes. On est déjà à 35 minutes de discussion, là. En 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut proposer aux artisans, aux TPE, pour avoir la bonne posture par rapport au marché public, par rapport aussi au fait qu'il faut qu'ils soient solidaires, justement, pour, avec ou sans le marché public, qu'ils puissent trouver un moyen de travailler? Si j'ai une réponse à faire là-dessus, je dirais aux artisans, allez voir de camarades, artisans, dis allez, écoutez, nous n'avons pas trop de travail, allons mettre la main ensemble. Allons voir comment nous peut, ou l'électricien, l'autre les plombiers, l'autre les menuisiers, en tout cas tous les corps d'état du bâtiment, allons discuter, nous les pas des adversaires, nous les des collègues de travail, allons mettre à nous ensemble, nous faire un groupement, nous répondre au marché, nous savoir les collectivités, là où ça en a une demande, et nous positionne à nous tout ensemble. Après, il faut une coordination, bien évidemment. La coordination, quand ça, l'ossature est mis en place, là, comme dit Bernard, l'affaire a bien collé. C'est aux chambres consulaires, après, de les accompagner dans la démarche. Donc, c'est un appel aux artisans. C'est à eux aussi de dire, mais ça fait un coup la démarche, mais il ne peut pas rester comme ça. Mais reste comme ça, mon entreprise va couler. Allons voir comment nous peut serrer nous les coudes. Vous êtes d'accord avec ce que dit Giraud, Eric? Tout à fait. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, déjà, du chef d'entreprise, de dire, on travaille ensemble. Parce qu'il y a un vieux proverbe qui dit tout seul pas plus vite et ensemble on va encore plus loin. Donc aller plus loin pour la réponse des appels d'offres. Et comme j'ai dit, les élus, il faut pas tout mettre la faute sur les élus. Ils doivent orienter déjà la politique économique. C'est les élus qui font l'économie. C'est eux qui orientent par rapport à leur prise de décision économique. Les pouvoirs. La commande publique représente vraiment 80% du tissu économique par rapport à la commande privée. Donc c'est pour ça qu'on parle que du public. Voilà. Donc j'ai envie de dire qu'il faut que les chambres consulaires soient plus près de des artisans, des chefs d'entreprise pour dire ou gagne pas trop faire, ou gagne pas prendre l'initiative d'aller voir tel ou tel camarade. Attends, m'a organisé une réunion moi. M'organiser une réunion de dire mi convoque ça. Bon, aujourd'hui, on a tel marché. Allons répondre ensemble. Les chambres de consulaire, ils donnent un coup de main pour répondre ce marché-là. Allez répondre. Donc voilà un petit peu. Donc c'est le déclic doit être fait aussi par les chambres de consulaire, comme Giraud le disait. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute et demie, on va conclure là-dessus. Aujourd'hui, il y a un constat, on le voit, et on le voit aussi avec les nouvelles lois, la nouvelle réglementation, la mensualisation des charges pour l'URSSAF, pour le RSI, enfin, ce qui était le RSI, et ce qui est devenu autre chose d'ailleurs. Et on voit que le prélèvement à la source, les impôts, on voit que plus ça va, plus on demande aux entreprises d'avoir de la trésorerie, d'être capable de, chaque mois, de payer des charges. Et on le sait, avec des entreprises qui payent souvent, avec les collectivités qui payent parfois à 45 jours, à 60 jours, parfois quand c'est pas à 360 jours, c'est pas facile d'avoir de la trésorerie. Comment faire? Aujourd'hui, dans un contexte, comme nous disait tout à l'heure, où l'économie est en panne, au lieu de donner d'autres moyens aux entreprises d'avoir une projection sur l'avenir bien meilleure, on vient de nous rajouter ce que moi j'appelle l'improductivité. On vient nous rajouter des éléments de contraintes administratives, alors qu'on entend toujours dire on est dans une voie de simplification. Ben, on n'est pas dans une voie de simplification, on est dans une voie de complication. Donc aujourd'hui, c'est regrettable. D'ailleurs, sur le seul sujet du prélèvement automatique à la source, il faut qu'on en discute de ça. Les conséquences que ça va avoir dans le système économique et essentiellement sur les petites et très petites entreprises. On ira à l'occasion, Giraud Payette, de revenir là-dessus avec vous d'ailleurs. Eric Caron-Papoulet, pour le mot de la fin, comment le transport, les petites entreprises de transport à La Réunion vont s'en sortir
dans le contexte actuel? En se regroupant. En se regroupant. En se regroupant et nos collectivités, nos AOT, faire en sorte qu'ils peuvent se regrouper en possibilitant des marchés accessibles à eux-mêmes. D'accord, merci Eric. Merci. Caroupa-Poulet, merci donc chef d'entreprise en transport. Merci à Jérôme Payette, également chef d'entreprise, qui chaque semaine viendra avec son invité nous parler un petit peu de l'actualité des artisans, des TPE, et voir un petit peu quelle est la température, et voir aussi comment faire en sorte que cet élément essentiel du tissu socio-économique de la Réunion commence à respirer un peu mieux, parce que pour l'instant, c'est vrai, ce n'est pas simple. On va, le temps d'une virgule, de regarder que ça dit dans notre commune. On se retrouve juste après. Saint-Denis, vous êtes conviés au Trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue. Tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre l'Avenir, l'est à nous, et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin à l'Étang Salé, derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, L'écume dans le ciel, jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du Volcan. Le Tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre, Métissage, jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du Volcan. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Étang Salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info au 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un notaire le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville, rue Pasteur. Saint-Paul, la team Léla vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Saint-Pierre, ça y est, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.